Monsieur Seldon présente l'élection présidentielle française de 1906. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900 organisée à Paris, la France d'Émile Loubet entre officiellement dans un nouveau siècle, un changement d'époque qui s'accompagne d'un véritable basculement politique à presque tous les niveaux. Par où commencer ? Peut-être par la politique étrangère, domaine où le président est le plus impliqué, conseillant et orientant le gouvernement sur des grandes lignes. Comme son prédécesseur, Émile Loubet poursuit l'approfondissement de l'alliance franco-russe en recevant le tsar Nicolas II en 1901 avant de lui rendre visite en Russie l'année suivante. Émile Loubet cherche également à améliorer les relations tendues avec l'Italie. Il reçoit le roi Victor Emmanuel III à Paris avant d'effectuer une visite d'État à Rome en 1904. Cela revient à reconnaître Rome comme capitale de l'Italie, conduisant à la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège quelques mois plus tard. C'est également un mandat marqué par une reconfiguration totale du jeu politique et partisan. La violence des passions engendrées par l'affaire Dreyfus provoque la formation d'un gouvernement dit de défense républicaine visant à combattre la montée des extrêmes. À sa tête, l'ancien ministre de l'Intérieur emblématique de Jules Grévy et ancien candidat à la présidence, Pierre Waldeck-Rousseau. Il obtient une courte majorité en récupérant le soutien des socialistes, des radicaux et de l'aile gauche des républicains progressistes. La composition de ce gouvernement semble improbable tant il est hétéroclite, avec par exemple Gaston de Gallifet, l'officier qui a réprimé la Commune de Paris, comme ministre de la guerre, ou encore le socialiste Alexandre Millerand à la tête d'un ministère du commerce. Il devient donc le premier ministre socialiste de l'histoire de France. Pourtant, ce gouvernement dure près de 3 ans, de 1899 à 1902, un record de longévité sous la Troisième République. Avec ce gouvernement, la Troisième République, construite pendant 2 décennies sur les racines opportunistes entre républicains modérés et monarchistes, connaît désormais un bouleversement radical vers une évolution résolument progressiste. Dans un premier temps, Pierre Waldeck-Rousseau cherche à conclure l'affaire Dreyfus et à mettre fin à l'agitation nationaliste. Il va commencer par épurer l'administration et l'armée en remplaçant les juges, les préfets et les chefs militaires anti-Dreyfusards. Il permet ensuite la révision du procès de Dreyfus, qui est une nouvelle fois condamné, mais avec des circonstances atténuantes. Le président Émile Loubet accepte alors de lui accorder la grâce. Fédéré par son anticléricalisme, le gouvernement fait adopter en 1901 la loi sur les associations, obligeant les congrégations religieuses à obtenir une autorisation administrative. Cette loi va aussi permettre la création de partis politiques organisés, modernes, sur le modèle que l'on connaît aujourd'hui. De gauche à droite, c'est la naissance des partis politiques en France, et il convient de s'arrêter un instant pour faire les présentations indispensables pour comprendre la suite. Les socialistes, à l'époque positionnés à l'extrême gauche de l'hémicycle, fondent plusieurs partis politiques dans les années 1900 avant de se regrouper en 1905 au sein de la SFIO, derrière Jean Jaurès. Certains socialistes demeurent également indépendants, avec Aristide Briand comme chef de file, à l'époque simple député de la Loire. Ces socialistes indépendants créeront le PRS, Parti républicain socialiste en 1911, parti qui voudra se situer entre la SFIO et le Parti radical. Le Parti radical, justement, regroupe les radicaux classés au début à gauche de l'échiquier politique. Ce parti, particulièrement attaché à la laïcité et à la propriété privée, est toujours le plus vieux parti de France. Certains radicaux, tout comme chez les socialistes, souhaitent tout de même rester en dehors du parti, être indépendants, comme Georges Clemenceau par exemple. Au centre, les fondateurs de la Troisième République, les républicains modérés, aussi appelés progressistes depuis 1893, se divisent en 2 partis politiques. L'aile la plus laïque, majoritairement dreyfusarde, se sentant proche des radicaux et soutenant le gouvernement Waldeck-Rousseau, fonde le parti de l'Alliance républicaine démocratique, ARD, qui deviendra l'Alliance démocratique AD. Le président Émile Loubet adhère à ce parti politique. Chez l'aile droite des républicains modérés, davantage anti-dreyfusarde, hostile à toute alliance avec le parti radical, on fonde le parti FR, Fédération républicaine. Ce parti de la bourgeoisie républicaine, notamment lié au milieu d'affaires, regroupe les héritiers idéologiques de Jules Méline, Jean-Casimir Perier ou encore Charles Dupuy. À droite, les catholiques ralliés à la République fondent l'Action libérale populaire, ALP. Ils veulent défendre le catholicisme et l'Église face à la politique anticléricale des gouvernements. Les nationalistes à l'extrême droite se rejoignent au sein du Parti nationaliste, mouvement de Godefroy de Cavaignac qui vise à regrouper les militants de la Ligue des Patriotes. Ce parti était cependant inorganisé, et il disparaîtra quelques années plus tard, principalement au profit de l'Action libérale populaire. Cet échiquier politique recomposé connaît ses premières élections législatives en 1902, probablement l'un des scrutins les plus bipolarisés de toute la Troisième République. Les républicains sont donc désormais complètement divisés entre soutiens et opposants au gouvernement Waldeck-Rousseau et à sa ligne anticléricale. Parmi les soutiens, on trouve les socialistes, les radicaux, les républicains de l'Alliance démocratique au centre-gauche, qui se regroupent au sein d'une alliance, le Bloc des gauches. Face à eux, quelques rares radicaux, l'aile des républicains progressistes qui constituera ensuite le Parti Fédération républicaine, l'Action libérale populaire, les monarchistes et les nationalistes bien sûr. Le bloc des gauches remporte finalement ces élections, notamment grâce aux radicaux qui progressent de 50 sièges et deviennent pour la première fois la principale force politique du pays. En plus de cette victoire inédite, ces élections sont aussi historiques pour 2 raisons.
D'une part, c'est la naissance du terme moderne de gauche en politique. D'autre part, on a la disparition complète des monarchistes à la Chambre, un véritable retournement de situation, eux qui étaient pourtant majoritaires lors des premières élections il y a 30 ans. Les derniers monarchistes se rallient alors à la République pour la plupart, ou alors demeurent à l'extérieur de l'hémicycle au sein de ligues et de mouvements royalistes, le plus connu d'entre eux étant l'Action française, fondée en 1900. Pierre Valdez-Crousseau démissionne après les élections, pour diverses raisons, pour des raisons de santé, parce qu'il avait le sentiment du devoir accompli, ou parce qu'il ne souhaitait pas engager un bras de fer avec les radicaux, désormais première force de la coalition. Il est remplacé donc par Émile Combes, sénateur radical et ancien ministre de l'Instruction sous Félix Faure. Le gouvernement Combes engage une politique encore plus anticléricale. Les congrégations religieuses se voient interdites d'enseigner, les relations diplomatiques avec le Vatican sont rompues, ce qui débouchera, après la démission du cabinet, sur le vote de la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. L'État ne nomme plus les évêques et ne rémunère plus les prêtres. L'Église devient totalement indépendante et doit subvenir par elle-même à ses besoins financiers. Cette loi, fruit de l'initiative d'Aristide Briand, est un acte fondateur dans l'histoire républicaine et séculière de la France et vient conclure un violent affrontement qui a opposé deux conceptions sur la place des églises dans la société française pendant près de 25 ans. Cette politique est cependant très loin de faire l'unanimité, la gauche anticléricale loue ce gouvernement tenace et courageux, tandis que la droite catholique et nationaliste dénonce un sectarisme républicain. Le président Émile Loubet, lui-même très modéré et ayant comme épouse une fervente catholique, serre les dents devant cette ligne politique trop extrême à ses yeux. Le gouvernement Combes chute finalement en 1904 à cause de l'affaire des fiches, acmé de la tension, un scandale politique concernant une opération de fichage politique et religieux mise en place dans l'armée française à l'initiative du ministre de la Guerre visant à se débarrasser des officiers anti-républicains et anti-Dreyfusards. Combes est remplacé par le modéré Rouvier, qui parachève la politique de son prédécesseur avec la loi de 1905 comme on l'a vu. En 1906, après 7 ans de mandat, Émile Loubet choisit de ne pas se représenter. Les différents partis politiques organisent alors des réunions plénières, des formes de primaires afin de désigner leurs candidats pour l'élection présidentielle. Au sein du parti de l'Alliance démocratique se distingue rapidement un grand favori, Armand Fallières. Issu d'une famille de propriétaires ruraux dans le Lot-et-Garonne, Fallières fut avocat et militant de la première heure du camp républicain. Successivement député, ministre sous Jules Grévy, puis sénateur discret, ce grand lecteur de Montaigne et Diderot inspire la sympathie par sa simplicité et sa modération naturelle. Élu président du Sénat en 1899, puis largement réélu en 1906, il obtient une légitimité comparable à celle de Loubet 7 ans plus tôt. Sa personnalité discrète fait de lui un candidat idéal pour la présidentielle. Il est donc très largement désigné par la réunion plénière de l'AD, presque à l'unanimité. Les socialistes de la SFIO sont quant à eux divisés sur l'intérêt de présenter ou non une candidature socialiste. Ils choisissent finalement de ne pas présenter de candidat pour ne pas disperser les voix républicaines. Chez les radicaux, on peine à trouver un candidat. Émile Combes refuse de se présenter. L'ancien président de la Chambre des députés, Léon Bourgeois, se montre intéressé, mais sa candidature ne suscite que peu d'enthousiasme. Un candidat surprise va cependant venir troubler le jeu. Paul Doumer, l'actuel président de la Chambre des députés. Son parcours est tout à fait singulier. Il est issu d'une famille modeste, il a été coursier dès l'âge de 12 ans, et c'est l'ancien gouverneur général de l'Indochine française. Son positionnement politique est tout autant atypique. Bien que radical, il manifeste de la sympathie pour l'armée et le clergé en pleine affaire Dreyfus, c'est un fervent soutien de l'empire colonial, et c'est un opposant à la politique anticléricale. Doumer, bien qu'issu pourtant du parti majoritaire, le parti radical, peut donc surtout compter sur le soutien d'une grande partie de l'opposition, mais aussi sur l'approbation discrète des membres les plus modérés de la majorité radicale. Paul Doumer est donc désigné candidat des radicaux, et il obtient même le désistement et le ralliement du candidat du parti Fédération Républicaine, Alexandre Ribot, ancien président du Conseil, qui appelle à voter pour Doumer contre Fallières. Fallières est en effet plus Dreyfusard que Doumer, il avait présidé la haute cour chargée de juger les meneurs de l'agitation anti-Dreyfusarde. On rentre ainsi dans un duel pour le moins étonnant. En plus d'opposer le président de la Chambre des députés à celui du Sénat, on se retrouve dans la situation paradoxale où le candidat modéré finit par être soutenu par l'alliance de gauche, tandis que le candidat radical est soutenu par la droite. Avant le scrutin officiel du 17 janvier 1906, les partis républicains se réunissent la veille pour un scrutin préparatoire afin de désigner un candidat commun. Fallières, avec 65% des voix, devient le candidat officiel des républicains. Doumer obtient un peu moins de 30%. Cependant, les partisans de Doumer maintiennent sa candidature, pensant pouvoir provoquer un ballottage et donc un second tour. Et voici les résultats, et Armand Fallières est élu président de la République dès le premier tour avec près de 53% des voix, Paul Doumer remportant à lui près de 44% des suffrages. Les 3% restants se portent sur 8 parlementaires qui n'étaient pas candidats. Une majorité relative de ces voix perdues s'est portée sur le libéral Alexandre Ribot, pourtant non candidat, et dont les amis peu favorables au bloc de gauche n'ont cependant pas souhaité voter pour Doumer, car celui-ci voulait renforcer l'autorité présidentielle. Comme prévu, Armand Fallières prend ses fonctions un mois après son élection, le 18 février 1906. Son prédécesseur Émile Loubet l'accueillant au palais de l'Élysée pour la passation des pouvoirs. Une tradition que l'on avait presque oubliée après 4 présidents démissionnaires et 2 présidents morts au cours de leur mandat. Émile Loubet termine ainsi son septennat sans encombre, devenant le premier président à partir de son plein gré et sans regret. Je ne serai ni sénateur, ni député, ni même conseiller municipal, rien,
Rien, absolument rien, dit-il. Président aux allures très simples et bon enfant, il est apparu comme l'antithèse de son prédécesseur, le président Soleil Félix Faure. Il se retire ensuite de la politique et ne regretta jamais sa retraite. Il meurt en 1929, à l'âge de 90 ans.